Patrick Artus, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef économiste chez Natixis et vous avez été invité à un petit exercice d'introspection à l'occasion du printemps de l'économie puisque vous participez à la table ronde. À quoi servent les économistes? Alors, je vous pose la question, à quoi servent les économistes? Alors, première réaction à cela, il faut distinguer économiste et prévisionniste. Je n'aime pas la prévision parce qu'une prévision est toujours conditionnelle à beaucoup d'hypothèses et la plupart de ces hypothèses, en général, ne sont pas explicitées suffisamment clairement. Donc on dit aux économistes, vous vous trompez toujours dans vos prévisions. En général, ce n'est pas vrai. En général, les prévisions des économistes ne sont pas mauvaises, mais elles sont basées sur des hypothèses qui ne sont pas vérifiées pertinentes. On ne peut pas reprocher à un économiste de ne pas avoir prévu que le pétrole est à 30 $ alors qu'il était à 100 $ il y a 2 ans. Donc en réalité, la prévision, c'est quelque chose qui n'est pas très intéressant. Ce qui est beaucoup plus intéressant, justement, c'est de décortiquer les effets d'un choc. C'est l'analyse, en fait. C'est l'analyse, c'est de dire qu'est-ce qui se passe si le pétrole est à 30 $ et pas à 100. Mais une prévision va être conditionnelle à tellement d'hypothèses dont forcément un nombre assez important va se révéler fausse que ce n'est pas un exercice intéressant. Malheureusement, dans l'esprit des opinions, les économistes ont été souvent assimilés aux prévisionnistes. Oui, on leur reproche par exemple de ne pas avoir anticipé la crise de 2008. Oui, alors ça peut être un reproche, on va y venir, ça peut être un reproche si c'est un reproche sur la méthodologie. Donc une crise due à un choc imprévu. 1974, quand vous avez une guerre au Moyen-Orient, on ne peut pas reprocher aux économistes de ne pas avoir prévu que le prix du pétrole allait monter et qu'il y aurait une récession. Si ce qui n'a pas été prévu, c'est un mécanisme endogène de l'économie, par exemple le fait qu'on allait monter des actifs financiers dont la qualité est douteuse et qui étaient habillés sous une fausse qualité, un faux environnement, un faux habillage de qualité, c'est plus grave. Mais vous voyez, on est dans un domaine différent. Donc déjà, premier distinguo, l'analyse économique, ce n'est pas la prévision. C'est pas la prévision. Et donc on ne peut pas critiquer les économistes parce que leurs prévisions sont mauvaises. Il faut regarder pourquoi elles sont mauvaises. Alors, peut-être oui, deuxième point, si je peux continuer une seconde, et après nous en débattrons. On a fait énormément de progrès en économie dans les dernières années sur ce qu'on appelle la microéconométrie, c'est-à-dire l'analyse économétrique des comportements d'un comportement précis. Je donne un ou deux exemples. Par exemple, des travaux sur qu'apporte un jeune Français de passer dans le système de formation professionnelle. Et on le fait de façon extrêmement précise en suivant un très très grand nombre de gens pendant une longue période de temps et en regardant ceux qui sont soumis à tel, par exemple là, être passés dans le système de formation, les autres, en contrôlant pour les autres variables qui peuvent avoir un effet. Et on conclut dans ce genre d'études que passer dans le système de formation professionnelle n'aide absolument pas à retrouver un emploi. Autre exemple, qu'est-ce qui se passe dans une PME quand on baisse les cotisations sociales patronales? Combien elle crée d'emplois, avec quelle vitesse, quel type d'emploi, etc. Au Canada, par exemple, des études sur qu'est-ce qui se passe quand on ouvre les magasins le dimanche, parce qu'on va le faire dans une province et pas dans les autres, donc on peut expérimenter et voir que dans tel magasin, qui est exactement le même que l'autre, on a eu cette différence sur l'emploi. Bon. Donc ça, on sait bien faire. On a fait des progrès au niveau microéconomique. La compréhension des comportements microéconomiques pris un par un, on a fait d'énormes progrès dans la connaissance par les techniques d'économétrie microéconomique. Si et maintenant, ce qu'il faut, c'est passer au niveau macro. Voilà. Alors, au niveau macroéconomique, là, on a quand même un problème majeur. C'est-à-dire que le modèle qui était devenu le standard international, alors qu'on appelle dans le jargon des économistes le modèle DSGE, ça veut dire modèle dynamique, stochastique et d'équilibre général. Là n'est pas l'essentiel. Voilà. C'est un modèle d'équilibre général avec un petit nombre d'imperfections. Et ces modèles ont l'avantage de correspondre assez bien à ce qu'on enseigne aux étudiants en théorie économique. Il y a des fonctions d'utilité du consommateur, les entreprises maximisent leurs profits, les contraintes budgétaires sont satisfaites. Le problème, c'est que ces modèles ne peuvent pas incorporer toutes les anomalies, les myopies de comportement, les inerties diverses que vous avez dans la vraie économie. Vous pensez que les macroéconomistes sont prisonniers de ces modèles aujourd'hui? En particulier, le système de Banque centrale européenne, qui a décidé que ces modèles étaient très populaires aux États-Unis, ils le sont devenus beaucoup moins depuis la crise, puisque dans la critique qui était faite par beaucoup d'économistes, consistant à dire qu'on n'avait pas prévu la crise, ce type de modèle d'équilibre général, qui n'a aucune non-linéarité, il ne peut pas y avoir de scénario catastrophique, vous voyez, dans un modèle de ce type, forcément les évolutions sont très très lisses au cours du temps, ne peut pas prévoir une crise. Mais le système européen de banque centrale en a fait son instrument de référence.
et avec des contorsions d'ailleurs pour que ce qu'ils disent ressemble un peu à la réalité. Et donc là, on voit qu'on a à nouveau une très grande asymétrie entre les très grands progrès qu'on a fait sur la connaissance des comportements microéconomiques, chacune des briques, quoi. Et puis l'interaction des briques. Donc on connaît bien chacune des briques, on ne sait pas encore comment faire pour mettre ensemble ces briques et faire de la macroéconomie à partir des briques. Dernière question, Patrick Artus. L'an dernier, des universitaires emmenés par André Orléans publiaient Manifeste pour une économie pluraliste. La question centrale, c'est à quoi servent les économistes? Trois petits points. S'ils pensent tous la même chose, vous pensez que la science économique souffre d'un manque de pluralisme aussi? Non, je pense que beaucoup d'économistes exagèrent. On a l'impression, en parlant aux critiques de l'économie, que quand on enseigne l'économie, même dans le mainstream, dans les universités traditionnelles, l'école d'économie de Paris, qu'on enseigne une économie formelle, abstraite. Non, c'est pas vrai. On enseigne cette microéconométrie, on enseigne des choses où il y a des asymétries de comportement. Donc c'est pas vrai que l'économie traditionnelle est une économie prisonnière d'un modèle où tout serait beau et parfait. C'est pas vrai du tout. Donc cette critique est infondée. Ce qui est vrai à nouveau, c'est qu'on ne sait pas bien modéliser les ruptures. Qu'est-ce qui fait qu'on va sauter d'un équilibre à un autre? Ce qui peut être complètement endogène dans l'économie. On a des modèles théoriques qui génèrent des sauts, des crises de balance des paiements. Tout d'un coup, brutalement, pouf, tous les capitaux s'en vont et le taux de change se déprécie brutalement. En théorie, on sait écrire ce genre de modèle. On ne sait pas encore les appliquer de façon quantitative, si vous voulez, pour prévoir la réalité. Donc on a énormément de mal à comprendre les ruptures. Et ça, c'est le défi de la macroéconomie, c'est de comprendre pourquoi, de temps en temps, la trajectoire de l'économie n'est pas une trajectoire lisse et continue, et pourquoi il y a des ruptures dans la trajectoire de l'économie. Eh bien, merci Patrick Artus. Le message est passé auprès de tous les économistes qui nous regardent. Merci encore. Merci.